Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Donc j'espère que le confinement se passe bien. Je sais qu'en Europe c'est le confinement depuis maintenant quelques semaines. C'est aussi le cas maintenant à Maurice depuis 2 jours. Donc ça a commencé depuis vendredi. Depuis vendredi, le confinement également sur Maurice. Bon, écoutez, on n'est pas non plus à plaindre. Il fait beau, on peut quand même un petit peu sortir, en tout cas moi, tranquillement dans la résidence. Donc on va dire que ça va. Le seul point positif, c'est le calme. Pas de bruit. Pas de bruit, pas de travaux, pas de voiture, rien. Donc ça, pour le coup, en tout cas pour moi, ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Je préfère largement entendre les oiseaux et le vent plutôt que les marteaux-piqueurs, les motos, les voitures, etc. etc. Bref, il faut toujours voir le positif dans le négatif. Alors aujourd'hui, très grosse vidéo. Très grosse vidéo. On va voir en boucle, on va plutôt faire le tour en fait de pas mal de choses. Notamment sur le Bitcoin. Est-ce que c'est la fin d'un cycle? Est-ce que le super cycle haussier dont beaucoup de personnes aujourd'hui avaient encore espoir est terminé? Est-ce que c'est fini pour le Bitcoin? Est-ce qu'il va s'effondrer? Est-ce qu'on est reparti en fait sur un cycle fortement baissier sur le long terme également? On va essayer en fait de voir ça aujourd'hui ensemble. Alors, je vais également faire une petite parenthèse par rapport à la vidéo que j'ai fait il y a maintenant environ 2 semaines où il y a eu quand même beaucoup de bruit. Donc moi j'appelle ça en fait du bruit. Beaucoup de personnes qui en fait n'ont juste pas compris. Mais j'ai aussi ma part de responsabilité, on va dire, là-dedans. Alors déjà, quand on fait des analyses, on n'est pas devin. Donc en fait, on ne devrait jamais affirmer quelque chose. Et c'est vrai que moi, j'ai employé en fait des termes qui aurait pu faire croire que j'affirmais des choses, alors que, au fond de moi, je n'affirme rien du tout. Je suis sûr de rien, j'ai mes convictions, j'ai ma stratégie, parmi plusieurs autres stratégies. Et il est vrai en fait que j'ai présenté qu'une seule stratégie et j'ai souvent affirmé en fait des choses, je pense à tort, parce qu'on ne peut pas en fait affirmer quoi que ce soit. Personne n'est devin. Quand on fait en fait de l'analyse, qu'elle soit fondamentale ou technique, on ne devine pas ce qui va se passer. On n'essaye pas de prédire les choses. Je vois souvent des personnes qui me disent « tu as fait une mauvaise prédiction ». Non, on ne prédit rien en fait. Nous, on n'est pas devin, on n'a pas une boule de cristal, on ne voit pas l'avenir en fait. On a une analyse. On va appliquer une stratégie, qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas, peu importe. Le but d'une stratégie en fait, c'est que si ça fonctionne, on va être récompensé. Si ça ne fonctionne pas, on prendra une perte qui va être contrôlée. C'est le principe du trading, c'est le principe même de ce qu'on appelle le day trading ou le swing trading. Donc moi je fais souvent du swing trading, le day trading ça ne m'intéresse pas, mais en tout cas on a toujours un risque qui est contrôlé. On peut aussi faire de l'investissement long terme. Dans ce cas-là, il faut avoir une vision sur le très long terme. On ne fait pas de l'investissement long terme pour voir le Bitcoin prendre de la valeur demain. Je pense que beaucoup de personnes se trompent aussi par rapport à ça. Quand je vois en fait des personnes qui achètent du Bitcoin et qui paniquent dès le lendemain parce que le Bitcoin perd de la valeur, je pense que vous n'avez pas compris que l'investissement long terme, ça ne consiste pas à regarder le prix du Bitcoin tous les jours. Vous le regardez une fois par mois, une fois tous les 6 mois, investissez sur 5 ans ou 10 ans et vous serez tranquille. Mais je pense que la plupart des gens aujourd'hui, ils veulent faire de l'investissement, mais ils font aussi du day trading parce qu'ils regardent tous les jours les graphiques. Donc, il y a une contradiction en fait par rapport à ça. Et il faut bien choisir ce qu'on a envie de faire. Après, on peut avoir un portefeuille long terme et on peut également avoir un portefeuille sur du plus court terme si on veut faire du swing, voire du day trading. Ça aussi, c'est possible. Mais il faut bien faire la part des choses et je pense que ça, c'est vraiment pas compris. Donc, on va essayer de reprendre du recul. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas en fait vous présenter que le scénario que moi je privilégie. Parce que j'ai vu que beaucoup de personnes se sont amusées à me dire « Ah, t'as eu tort, ah, tu t'es trompé, t'as fait une mauvaise prédiction. » Bon les gars, d'une part, je ne fais aucune prédiction, je ne prédis pas l'avenir, premier point. D'une deuxième part, en fait, effectivement, j'aurais dû en fait faire comme tout le monde et c'est pas anodin en fait s'ils le font. Si tout le monde aujourd'hui présente plusieurs stratégies, c'est pour éviter d'avoir des petits malins qui prennent un malin plaisir à venir te voir, à écrire en fait dans les commentaires « Tu t'es trompé, t'as eu tort. » tu es à côté de la plaque, etc. etc. C'est incroyable en fait que dans le monde d'aujourd'hui, les gens se manifestent pour essayer en fait de te rabaisser. Alors ça, je pense que c'est soutenu en fait par les réseaux sociaux. Maintenant, j'ai envie de dire que certains, ils ont vu en fait je vais rester poli en fait, mais
ils ont eu des choses qui ont poussé, d'accord, pour rester poli, sur Internet. Et ils se permettent en fait de faire des choses qu'ils ne feraient jamais dans la vraie vie. Et ça, on le voit aujourd'hui, mais c'est vraiment incroyable. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il y a un mec qui va venir te voir, qui ne te connaît pas, qui va te dire « t'es une merde, t'es à côté de la plaque, tu dis des conneries, etc. » Non, en général, le mec, il baisse la tête et il part. Mais sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, ils ont des ailes qui ont poussé, ils ont plein de trucs qui ont poussé et ils ont une confiance en eux maintenant et ils balancent tout comme ça. Bon, c'est assez incroyable en fait. Moi, jamais je vais rabaisser quelqu'un qu'en plus je ne connais même pas personnellement, juste pour le plaisir. Je pense que certaines personnes prennent du plaisir à faire ça. Alors heureusement que c'est minoritaire et heureusement que la majorité, heureusement, est plutôt bienveillante parce que sinon, mon Dieu, dans quelle société est-ce qu'on vivrait hein? Déjà que c'est pas fameux, heureusement que c'est minoritaire. Hein. Bref, je vais fermer un petit peu la parenthèse par rapport à ça. En tout cas, maintenant, je vais faire comme tout le monde, je ne prendrai plus aucun risque, je vais juste présenter tous les cas de figure possibles. Je ne vais plus utiliser en fait d'affirmation, je vais dire comme d'habitude, c'est possible, ça peut se passer comme ça, je peux me tromper, etc. etc. C'est ce que font tout le monde en fait. C'est ce que font toutes les personnes qui font de l'analyse. Peut-être parce que comme ça, en fait, ça évite d'avoir des petits malins qui viennent te voir pour te dire « Ah, tu t'es trompé ». Moi, je trouve ça en fait dommage parce qu'on peut très bien présenter uniquement son avis sans avoir à se justifier de quoi que ce soit. Mais apparemment, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faut soit prévoir tous les scénarios, comme ça, on ne pourra jamais te reprocher de ne pas avoir prévu un truc. Bon, bref, c'est le monde d'aujourd'hui, on l'accepte, c'est comme ça, les gens ils sont comme ça, de toute façon, on ne pourra pas les changer. Voilà. Alors, là, si on met le graphique du Bitcoin sur le long terme, hein, on prend du recul comme toujours pour éviter en fait au maximum le bruit. Donc là, on est en hebdomadaire, on est en logarithmique pour vraiment avoir une bonne échelle de temps et pouvoir visualiser en fait l'évolution du prix correctement. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que déjà là, j'ai bien identifié les deux cycles. Les deux cycles qu'on a. On a d'autres cycles, hein, mais honnêtement, là, on va uniquement se concentrer sur le premier cycle qu'on a eu de 2013 à, on va dire, 2016. Et ensuite, le nouveau cycle de hausse qu'on a eu en 2017 qui est sur le point de se terminer. Donc, 2013, très grosse hausse, correction, consolidation. Ça, c'est vraiment le scénario classique d'un cycle. Donc, expansion, baisse. Ensuite, il y a une contraction, consolidation. Et boum, on repart sur une expansion, de nouveau sur une correction. Et ensuite, encore sur une compression. Compression, consolidation. Donc là, aujourd'hui, on a eu cette phase de hausse, je pense que beaucoup l'ont vécu en 2016-2017. On a eu la phase de correction durant toute l'année 2018 qui s'est pour moi achevée en 2019. Ça, on pourra en reparler bien évidemment. Et maintenant, on est encore dans cette phase de compression, mais qui est quand même différente de la précédente. Donc la précédente, on a vraiment eu une phase de consolidation qui a duré très longtemps. On peut le voir, hein, quasiment durant une année, le prix du Bitcoin, il a oscillé, on va dire, entre 200 et 400 $. On voit vraiment en fait la phase de contraction. Ensuite, le Bitcoin a commencé un petit peu à repartir et boum, après, il s'est envolé. Bon, nous, en 2019, on a commencé à avoir une phase de contraction, mais qui n'a pas duré très longtemps. Et boum, tout de suite, on est reparti pour passer en fait de 3 200 $ à remonter à près de 14 000 $. Donc c'est vrai que cette hausse, elle a quand même surpris parce que beaucoup de personnes, moi le premier, je ne pensais pas en fait qu'on consoliderait durant une période de temps aussi courte et surtout qu'on irait tout de suite rechercher des niveaux aussi élevés. Donc ça déjà, ça a surpris beaucoup de monde. Et donc pour moi, on a clairement eu un excès et donc cet excès, on l'a recorrigé. Et c'est pour ça en fait qu'on est aujourd'hui de nouveau dans une phase de correction. Est-ce que cette phase de correction indique que la tendance ne va plus être haussière? Moi, j'y crois pas une seule seconde. Et justement, on va passer sur une analyse sur le un petit peu plus court terme en zoomant un petit peu plus sur le graphique. Donc là, en zoomant un petit peu plus sur le graphique, on est toujours en hebdo. Ok, mais j'ai un petit peu plus zoomé pour essayer en fait de vous présenter pour moi les 3 scénarios qu'on pourrait avoir. Comme ça, je prends plus de risques. Voilà, au moins comme ça, c'est acté. Donc, je vais quand même vous dire quel est mon scénario que je privilégie, mais il y a toujours d'autres scénarios qui sont toujours possibles. Donc moi, en fait, quand je dis que le Bitcoin n'ira pas à 3 000 $, effectivement, je n'aurais pas dû affirmer les choses, même si moi, j'en suis persuadé, parce que voilà, aujourd'hui, apparemment, on ne peut pas en fait dire ce qu'on veut sans s'en prendre plein la gueule. Donc,
concrètement, quand je disais en fait que le Bitcoin n'irait pas à 3000 $, et ben ça voulait tout simplement dire que dans ma stratégie, qui était le scénario numéro 1, le scénario qui est haussier, on ne pouvait pas aller à 3000 $ si on voulait tenir ce scénario. Donc ce scénario en fait c'est quoi? C'est qu'on ne fasse pas de nouveau plus bas. Donc là on a eu une zone avec le carré blanc sur les 3200 $, donc le deuxième carré blanc et pas l'autre qui correspond à la phase de consolidation qu'on a eu en 2015. Si on regarde la phase de consolidation en 2019, ça c'est le point bas pour moi. Donc là on a fait un point bas à 3200. Maintenant, repartir à 3000 $, ça veut dire qu'on fait un nouveau point bas. Donc ça veut dire que le scénario haussier n'est pas possible en fait. Donc c'est pour ça en fait que pour moi, on n'ira pas les chercher. Et pour l'instant, on n'y est pas encore allé. Donc j'ai vu plein de personnes qui n'ont même pas pu attendre d'avoir un Bitcoin à 3000 $ pour me dire le Bitcoin à 3000 $, je l'attends maintenant les pieds fermes, qui rigolaient, etc. Mais écoutez, rigoler, moi aussi je rigole. Franchement, ça me fait bien rire en fait. Parce que pour l'instant, on n'y est pas allé. Et concrètement, pour moi, on a deux scénarios où les 3000 $, on n'y va pas. Et le seul scénario où on va vraiment aller chercher les 3000 $, bah moi je trouve que c'est stupide d'acheter un chiffre. On n'achète pas un chiffre en fait. On n'achète pas juste en se disant, allez, moi je vais attendre le Bitcoin à 3000 $ ou à 2000 $. Non, ça n'a pas de sens. On achète parce qu'on a un contexte qui est intéressant. On ne va pas juste acheter pour un chiffre. Et c'est ça en fait qui m'énerve particulièrement quand j'entends en fait tout le temps des personnes qui me disent, moi j'attends les 3000 $. Mais c'est stupide. Je suis vraiment désolé, c'est stupide. Parce que 3000 $, ça veut dire qu'on fait un nouveau plus bas. Donc pourquoi acheter si on a un nouveau signal baissier sur le Bitcoin? Vous voyez que ça n'a pas trop de sens, quoi. Donc concrètement, le scénario numéro 1 pour moi, c'est que là on tient le support actuel. Donc là on est à peu près entre les 5 et les 6000 $. Donc ça veut dire qu'on tient le support actuel, que la moyenne mobile 200 fait son travail de support. Pour l'instant, effectivement, elle est vraiment venue la titiller. On a été chercher plus bas. On a quand même bien remonté. Et il faut vraiment compter pour le coup les clôtures. Et là, on est en train de réintégrer, même si on l'a un tout petit peu cassé, mais c'est minime. On l'avait aussi cassé en 2015. Donc c'est minime. Honnêtement, pour l'instant, si on tient le niveau, qu'on va refaire un nouveau plus haut, on confirme le scénario 1, qui veut dire qu'on est toujours dans une tendance qui est haussière. Alors je sais que pour l'instant, on va me dire c'est contre-tendance, pourquoi pas? C'est vrai que c'est le cas pour l'instant, mais moi en tout cas c'est mon scénario, parce que je choisis, tout simplement, je choisis en fait le scénario que j'ai envie qu'il se produise et qu'il y a aussi un minimum de chances qu'il se produise. Et ça on en parlera en fait dans une prochaine vidéo par rapport au contexte économique qui est en train de pas mal évoluer. Pourquoi est-ce que le Bitcoin pourrait tirer son épingle du jeu? Mais ça, c'est une vidéo pour une autre fois. Donc là, en tout cas, le premier scénario, c'est que là, on fasse un point bas sur les niveaux actuels. Donc ça veut dire qu'on fait un point bas qui est plus haut que le précédent, qui est sur les 3200 $. Mais pour le confirmer, il faut faire un nouveau plus haut, bien évidemment. Si on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut, on prend le risque de retomber. Ça, c'est aussi important de bien le comprendre. Donc juste faire un nouveau point bas plus haut, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi faire un point haut plus haut que le précédent. Donc ça aussi, c'est important pour valider le scénario numéro 1. Maintenant, le scénario numéro 2, c'est qu'on n'arrive pas à tenir. Alors soit on rebondit, mais on n'arrive pas à faire un plus haut, donc on va recorriger, ou soit on reste sur la zone actuelle et on casse directement le support qui est en train de se construire pour aller chercher plus bas. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller chercher en fait la zone entre les 3002 et les 3400 $. Mais c'est pareil, il ne faut pas faire un plus bas. Donc là, le point bas, il est à 3200 $. Si le Bitcoin va plus bas que les 3200, pour moi, le scénario 2, il est invalidé. Donc c'est pour ça que je dis à plusieurs reprises que je ne vois pas le Bitcoin aller à 3000 $. Voilà. Donc je pense que maintenant, vous comprenez pourquoi. Donc, si effectivement on rentre dans le scénario numéro 2, on va plus rentrer dans une phase de range long terme, même si honnêtement je ne suis pas hyper emballé par ça. En tout cas, c'est ce que vont nous dire les graphiques. On va ranger entre, vous pouvez le voir en fait, entre la zone rouge et la zone verte, entre les 14 000 et les 3000 $. 3200 $. Donc ça, c'est aussi clairement possible. C'est une éventualité par rapport à la correction qu'on a eue aujourd'hui. C'est, on va dire, le scénario numéro 2 que moi je privilégie. C'est clairement un range. Par contre, qui dit range dit n'attendez pas un Bitcoin à 100 000 $ en 2020. Voilà, je vous le dis, honnêtement, là, c'est peine perdue.
Ça veut dire qu'on va devoir encore ranger pendant un bon moment et commencer à soit casser par le haut, soit casser par le bas une zone. Mais là, on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore. Il faut attendre que la volatilité baisse, il faut attendre que le contexte peut-être économique s'améliore un petit peu. Mais en tout cas, c'est pas tout de suite. Hein. C'est clairement pas tout de suite. Donc le scénario numéro 2, c'est un range. Donc ça veut dire une très très grosse zone où on va vraiment accumuler, où le prix du Bitcoin va osciller entre deux zones, entre les 3200 et les 14 000 $. Et après, pourquoi pas ensuite le casser en fait la zone des 14 000. Peut-être pas tout de suite, honnêtement. Moi, j'y crois pas pour tout de suite. Je pense que ça risque de prendre un petit peu de temps. Maintenant, le troisième scénario, celui qui fait plaisir à pas mal de personnes qui sont extrêmement baissiers. Effectivement, il existe, mais moi, je ne suis pas baissier en fait. Moi, je suis un éternel optimiste. Donc, c'est pour ça en fait que je vous en parle pas. Mais j'ai bien compris qu'il fallait en fait parler de tous les scénarios. Et être un éternel optimiste, ça ne veut pas dire qu'on a eu tort durant un an ou deux parce que le marché est en crise. Pas du tout en fait. Il faut toujours prendre du recul. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'ils nous parlent de crise. Hein. Ça fait 10 ans qu'ils nous disent tous les jours, ils se lèvent tous les matins pour nous dire le marché va s'effondrer, le système économique va s'effondrer, il ne peut pas tenir, etc. etc. Et aujourd'hui, ces personnes-là, ils se lèvent tous les matins, vous imaginez pas comment est-ce qu'ils sont contents. Ils sont contents en fait parce que là, ils peuvent dire à tout le monde, j'avais raison. Alors qu'au final, ils ont eu raison sur rien du tout. Parce que comme toujours, en fait, les crises, on ne peut pas les prédire. Personne n'a prédit qu'il y aurait une pandémie mondiale qui allait bloquer l'économie en 2020. Personne. Donc il y a eu des personnes qui ont dit qu'il y aurait une crise en 2020. Mais moi, je peux dire qu'il y aurait une crise en 2020 comme il y aura une crise en 2025 ou dans 10 ans ou dans 20 ans. Il y a beaucoup de chances pour que j'ai raison. Mais en fait, ça, on s'en fiche. Je veux dire, ça, c'est vraiment faire des prédictions tirées du chapeau. En l'occurrence, une crise, comme à chaque fois, ça arrive quand personne s'y attend. Alors parfois, il y a des signes avant-coureurs. Mais là, pour le coup, personne n'a vu venir une pandémie. Donc, quand ça a commencé en Chine, là, on pouvait se poser la question. Moi, je suis resté optimiste parce que tout simplement, c'est pas la première fois en fait que ça arrive. Et donc, je suis resté assez optimiste. Maintenant, les choses, elles ont évolué comme elles n'ont jamais évolué. Maintenant, il faut accepter. Voilà. Pour moi, en tout cas, il vaut mieux être optimiste et accepter qu'au final, les choses ne sont pas si bonnes que ça, plutôt que d'être tout le temps pessimiste et d'avoir quasiment tout le temps tort. Voilà, ça c'est mon point de vue. En tout cas, après, chacun fait comme il veut. Donc, le scénario pessimiste, c'est quoi? C'est qu'en fait, on est toujours dans une phase de correction, qu'on est toujours en train de digérer la hausse qu'on a eue et que les 3200 $, ce n'est pas le point bas, parce qu'on va faire un nouveau point bas. Voilà, c'est un scénario, c'est possible. Donc maintenant, en fait, si on va plus bas que 3200 et qu'on va casser cette zone-là, alors il peut y avoir une petite mèche, je ne dis pas, d'accord? Mais si on a vraiment une belle cassure avec une belle bougie qui va casser en fait cette zone-là, c'est pas un Bitcoin qu'il faut acheter. Pourquoi? Parce que là, concrètement, ça veut dire qu'on peut aller chercher beaucoup plus bas. Donc pour moi, là, j'ai mis les retracements de Fibonacci que je me sers un petit peu pour essayer en fait de targeter, de cibler les zones potentielles de rebond. Et ben en gros, on va avoir le retracement des 50% qui à peu près est au niveau des 1800. Il correspond aussi à un creux, comme vous pouvez le voir, mais ce n'est pas forcément un support extrêmement fort. Donc pour moi, on pourrait très bien aller ensuite retracer les 61,8 et aller rechercher la zone des 1000 $. Voilà. Donc ça, c'est le scénario baissier. Donc moi, je vous le dis, en fait, si vous voulez acheter du Bitcoin à 3000 $, ben moi, je vous dis, attendez. Attendez. Parce que ça se trouve, on ira beaucoup plus bas. Donc bien sûr que c'est possible. D'accord? Tout est possible, en fait. Ça, c'est effectivement un truc que peut-être je ne dis pas assez, en fait. Mais ça, c'est une nouvelle fois mon côté optimiste qui prend le dessus. Mais en tout cas, moi, je le sais, tout est possible. On peut très bien demain avoir un Bitcoin à 10 $. Enfin, voilà. C'est possible, en fait. Comme on peut avoir un Bitcoin à 100 $, 1 million de dollars, 100 000 $. En fait, tout est possible. Il n'y a aucune limite. Comme personne n'a prédit qu'il y aurait une pandémie. Comme personne n'a prédit que le marché boursier allait s'effondrer comme jamais. Alors oui, il y aura toujours des mecs, d'accord, pour dire que telle chose va se passer. Ils sont incapables de timer quoi que ce soit. Donc en fait, c'est comme si moi, demain, je dis on aura des hausses records sur les marchés financiers. Peut-être dans 20 ans, j'aurai raison. Mais on s'en fout, en fait. C'est pas une prédiction, ça. Ah, c'est vraiment un truc tiré du chapeau, quoi. Donc,
faut bien faire la part des choses par rapport à ça. Donc, maintenant, j'espère que c'est clair. Vous avez un petit peu les 3 scénarios. Maintenant, si vous faites de l'analyse long terme et que vous faites de l'investissement long terme, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout vendre? Non, moi je ne pense pas. Alors, vous pouvez peut-être penser à alléger le porte-monnaie si le scénario numéro 3 commence un petit peu à se réaliser. Pourquoi pas? Mais sinon, honnêtement, ça ne vaut absolument pas le coup en fait d'alléger quoi que ce soit dans une stratégie long terme. Maintenant, il faut aussi investir correctement. Il ne faut pas investir sur les plus hauts, il faut investir par palier. On peut très bien acheter les rebonds par palier, comme toujours. En fait, on ne va jamais tout poser tout de suite. Après, tout dépend des techniques que vous avez envie de mettre en place. Voilà. Ceux qui font du swing trading, comme moi également je le fais, quand on a un scénario qui s'invalide, on n'est pas ruiné, hein. Sauf si on prend du levier et qu'on ne sait pas gérer ses risques, et là on se fait liquider comme beaucoup ont été liquidés. Mais sinon, son scénario il est invalidé, bah, c'est pas grave. On en refait un nouveau et c'est reparti, quoi. Donc il faut comprendre que quand on fait du trading, du day trading ou du swing trading, on n'a jamais raison 100% du temps. On peut avoir tort, mais on contrôle ses risques en fait. Donc on peut avoir tort 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. La 5e fois, vous aurez raison et vous allez en fait rattraper toutes vos pertes et être en gain. C'est ça le trading en fait. Le trading, ça ne consiste pas à faire des prédictions et à toujours avoir raison. Voilà. Donc si c'est ça en fait que vous cherchez, honnêtement, vous allez chercher longtemps, je crois. Parce que ça n'arrivera pas en fait. Ça n'arrivera pas parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Donc maintenant, on va aussi essayer de se poser une question par rapport à la baisse qu'il y a eu. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une baisse aussi importante? Alors, il y a pas mal de choses qui sont dites. Le coronavirus, la panique sur les marchés, etc. Moi, je pense que c'est un cumul. Ce n'est pas que le coronavirus. On ne peut pas juste dire c'est le coronavirus qui a provoqué en fait la baisse qu'on a eue sur le Bitcoin. Je pense que ce n'est pas uniquement ça. Ça a peut-être amplifié les choses parce que les gens ils sont maintenant dans un mood très pessimiste. Mais ce n'est pas le seul facteur. Maintenant, si on met ce graphique-là, c'est le graphique qui est un ratio entre les personnes qui sont longues et les personnes qui sont short sur Bitfinex. Donc ça veut dire des personnes qui vont prendre de l'effet de levier pour miser à la hausse ou pour miser à la baisse. Donc là en fait, ce qu'on voit, c'est assez flagrant, c'est que durant toute l'année 2018, on avait un équilibre. On oscillait autour de 1. Donc ça veut dire qu'il y avait autant de longues que de short. Parfois, il y avait beaucoup plus de longues et ça retombait à l'équilibre. Ensuite, il y avait beaucoup plus de short, puis boum, ça remontait. C'était plutôt sain. Et il est vrai que depuis, on va dire, juin-juillet 2019, donc ça veut dire après que le Bitcoin est monté jusqu'à à peu près ses 14 000 $ et qu'il ait commencé ensuite à un petit peu corriger, on a eu vraiment une vague d'enthousiasme, vraiment de personnes très très bullish qui vraiment, avec le halving qui approchait, ont commencé à prendre beaucoup de positions avec du levier à l'achat. Et là, c'est vraiment flagrant. On voit que de juillet 2019 à janvier 2020, on a une explosion du ratio. On est monté à plus de 11. Donc, il y avait 11 fois plus de personnes qui étaient longues que de personnes qui étaient short. Donc, concrètement, ça veut dire que quasiment tout le monde était positionné à l'achat. Et effectivement, quand moi j'ai vu ce graphique-là, je me suis dit, ça, c'est pas haussier. C'est clairement pas haussier en fait, parce que quand tout le monde va dans un seul sens, en général, c'est le contraire qui se passe. Sauf que c'est qu'un seul indicateur en fait. C'était juste un indicateur qui était baissier et tous les autres, pour moi en tout cas, l'étaient pas forcément. Donc on ne peut pas prendre une décision basée uniquement sur un indicateur. Maintenant, en prenant du recul, bien sûr, c'est facile de dire, voilà, il y avait trop d'acheteurs, le marché va jamais en fait dans le sens de la masse, donc c'est normal. Maintenant, c'est trop facile à dire. Sur le moment, il y avait quelques signes, mais en tout cas pour moi, il n'y avait pas suffisamment de signes pour vraiment prendre une décision par rapport à ça et me dire, ok, là, je passe plus vendeur que acheteur. Voilà. Donc moi, en tout cas, je l'assume. Pour moi, il n'y avait absolument pas de signes, mais maintenant, avec du recul, oui, on pouvait dire qu'il y avait bien évidemment quelques signes qui étaient assez flagrants du fait que tout le monde était passé acheteur. Et ça, pour le coup, c'est pas possible. Effectivement, c'est pas possible. Et donc, parce que tout le monde était passé acheteur, quand le prix a commencé à dévisser, il y a eu des liquidations en masse. Et ça amplifie la baisse. Ça, il faut le comprendre. Parce que quand on prend du levier, quand on se fait liquider, ensuite, il y a une vente au marché. Et donc, tout ça, en fait, ça amplifie la baisse. Il y a eu des liquidations records durant la baisse qu'on a eue. Là, déjà, on le voit sur le graphique, il y a vraiment eu une purge
on est retombé quasiment à l'équilibre. On est quasiment retombé à 1. Pas tout à fait, on est quasiment retombé à 1 en l'espace de quelques semaines. Donc on a vraiment fait une purge. Si on regarde sur Bitfinex, il y a eu environ 11 000 bitcoins de liquidés. C'est quand même pas mal, mais c'est rien comparé à BitMEX. Sur BitMEX, il y a eu en 2 jours 2 milliards. 2 milliards de dollars de liquidés. Donc je peux vous assurer qu'il y a eu un nombre de personnes qui étaient longues, sans aucune gestion du risque. Parce que pour se faire liquider, ça veut dire qu'on ne gère pas son risque, qui ont été totalement massacrés par le marché. Et donc tout ça, en fait, ça a énormément amplifié la baisse. Donc vous voyez que c'est plein de facteurs, à mon sens, qui ont énormément amplifié en fait cette baisse qui a été vraiment très très violente. Et même ceux qui avaient positionné en fait leur stop sur des niveaux relativement bas, ben, mine de rien, ils ont été sortis, quoi. Voilà. Donc cette baisse-là, personne ne l'avait prédit. On ne pouvait pas prédire un mouvement aussi fort. Maintenant, c'était en fait dans un des scénarios plutôt baissier, auquel moi en tout cas, je ne croyais pas. Mais maintenant, il a eu lieu. C'est pas grave, d'accord? C'est pas grave. Si on sait correctement investir, si on sait correctement gérer ses risques, on prend une petite perte et c'est reparti. Ou alors même on en profite. Voilà. Donc honnêtement, c'est vraiment pas grave en fait. Donc maintenant, on va mettre le graphique également. Une chose qui est intéressante, c'est des altcoins. On va un petit peu regarder en fait les alts. Donc les altcoins, là si on regarde, effectivement, on est toujours en train de ranger. Donc ça veut dire que les altcoins, pour l'instant, on n'est pas baissier. C'est important en fait que les altcoins maintiennent, là vous le voyez en fait au niveau de la barre verte, qu'elles maintiennent cette zone-là. Il ne faut pas casser par contre la zone. Là, on est allé la rechercher. On a eu un rejet, on le voit avec la mèche. C'est important en fait que la zone des 37 milliards de capitalisation sur les altcoins tienne. Parce que sinon, ça peut être un signe très baissier que les altcoins en fait ne vont pas être capables de surperformer le Bitcoin et donc vont sous-performer le Bitcoin sur le long terme. Et ça, c'est pas ce qu'on a envie de voir. Donc, concrètement, pour l'instant, tant qu'on arrive à tenir cette zone-là, on est toujours en fait au moins dans un range. Et après, si on casse la zone à peu près des 122-123 milliards de capitalisation, ça pourrait nous redonner une nouvelle dynamique haussière sur les altcoins. Donc, honnêtement, pour les altcoins, tout n'est pas encore perdu. Maintenant, ce qui est important, donc là, j'ai pas le temps, mais ce qui est important quand même de voir, c'est que certaines altcoins, notamment comme l'Ethereum par exemple, ont beaucoup mieux tenu face à la chute du marché, d'autres beaucoup moins. Voilà. Si par exemple on prend XRP, il est beaucoup moins joli par rapport à l'Ethereum. Voilà. Donc, est-ce qu'il ne va pas falloir miser sur uniquement certaines altcoins qui ont l'air d'être beaucoup plus intéressantes que d'autres? Peut-être. Après, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, on va complètement switcher et on va parler du mining. Donc, le mining, bon, vous connaissez en fait déjà mon avis par rapport au mining. Pour moi, ce n'est pas intéressant de miner. Pour un particulier, ce n'est pas du tout intéressant. Et pour une entreprise, honnêtement, c'est un business qui est très dangereux, très compliqué et très risqué. Donc, certains s'y tentent. Moi, ce n'est pas mon délire. Maintenant, le mining, honnêtement, à mon avis, il va s'en prendre une belle. Il va s'en prendre une très très belle. Donc là, je vous mets en fait le graphique du hash rate du Bitcoin. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà que le hash rate est passé de 125 à 89. Bon, par rapport à la hausse qu'il y a eu, vous allez me dire, c'est pas non plus une énorme baisse. Je suis d'accord, c'est que le début. C'est que le début, pourquoi? Parce que la rentabilité en fait des mineurs, elle est très mauvaise. Et elle est très mauvaise actuellement. Ça va être pire quand il y aura le halving. Donc là, si on met maintenant ce tableau, donc là, on est sur un tableau qui a été configuré sur le coût électrique en Chine. À peu près, on est à 0,08 $ pour le kilowattheure. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que aujourd'hui, les nouveaux mineurs de Bitcoin, ils sont à peine rentables. Donc ça veut dire qu'ils arrivent à peine à couvrir le coût électrique. Et là, je vous parle de mineurs qui sont récents, qui datent de 2019. On peut voir que même les mineurs comme le S19, qui ne sont même pas encore disponibles, ils sont à peine rentables. À peine, ils sont rentables. Et il n'y a pas encore eu le halving. Quand il y aura le halving, on va couper par 2 la rentabilité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on conserve le niveau de prix actuel, tous les mineurs, même les pros, vont miner à perte. Donc
qu'est-ce qui va se passer? Le hash rate va forcément baisser. Il y aura une capitulation, même des gros. Et quand le hash rate va baisser, la difficulté va se réajuster et il va redevenir intéressant de miner du Bitcoin quand il y aura eu suffisamment de capitulation. Donc en général, c'est d'abord les petits qui se font capituler, mais à mon avis, les petits, ils ont déjà capitulé maintenant depuis un bon moment. Là, il ne reste que les gros pour moi. Mais là, les gros, ils sont au bord du gouffre. Donc là, ils vont capituler. Parce que honnêtement, je ne vois pas en fait le prix du Bitcoin tout de suite doubler de valeur pour essayer en fait de maintenir la rentabilité actuelle avec la difficulté actuelle. Donc concrètement, pour moi, il y aura une énorme purge sur les mineurs. Une chose en fait qu'on n'a pas forcément eu. Là, si on regarde, si on remet le graphique du hash rate, on voit en fait qu'il y a une phase de hausse puis de baisse. La petite phase de baisse, ça correspond au crack du Bitcoin en 2018. Mais honnêtement, ça a à peine baissé. Ensuite, les mineurs, ils ont tout de suite réinvesti. Il y a eu des nouvelles machines et boum, on est reparti. Mais concrètement, on est reparti alors que le prix, il n'est pas forcément reparti. Donc, à mon avis, il y avait un excès de liquidité parce qu'à mon avis, les mineurs se sont gavés de 2016 à 2017. Donc, ils avaient beaucoup d'argent. Ils ont pu réinvestir beaucoup d'argent. Ils ont pu continuer à maintenir la hausse du hash rate. Ça a été soutenu par l'évolution du parc parce que les plus gros comme Bitmain, ils ont aussi évolué. Ils ont aussi fait plein de nouvelles machines qui avaient un hash rate beaucoup plus intéressant avec une consommation qui était plus faible. Donc il y a aussi eu une évolution dans le secteur des mineurs qui a fait que on a pu miner avec un hash rate supérieur et une consommation électrique inférieure. Donc ça aussi, ça a boosté le hash rate. Mais on arrive à un moment, je pense que là, on ne peut pas aller plus haut. Donc, il y aura une capitulation, c'est obligatoire. Maintenant, est-ce que c'est vraiment grave pour le Bitcoin? Ben non. En fait, parce que concrètement, qu'on ait 10 mineurs ou 10 000 mineurs, ça ne change pas en fait la rapidité du réseau. Il faut comprendre que la rapidité en fait du réseau ne s'améliore pas en fonction du nombre de mineurs. On peut avoir 2 mineurs, comme on peut avoir 10 000 mineurs, le réseau sera toujours aussi rapide. D'accord? Donc ça, il faut le comprendre. En fait, ce qui va impacter plus le réseau, ce sont les nœuds et pas les mineurs. En fait, les nœuds, ce sont ceux qui vont récupérer les transactions, qui vont les vérifier avec la blockchain et qui vont ensuite les envoyer aux autres nœuds. Et c'est après en fait que les mineurs vont rentrer en jeu. Mais concrètement, qu'on ait 2 mineurs, 10 mineurs, 10 000 mineurs, le réseau Bitcoin sera toujours aussi rapide. Donc ce qu'il faut, ce sont juste des nœuds, qu'il y ait suffisamment de nœuds pour absorber toutes les nouvelles transactions, les gérer et ensuite les balancer au réseau. Parce qu'ensuite, il y a un pool de transactions non confirmées et les mineurs, ils les prennent pour les foutre dans un bloc. Mais c'est un bloc toutes les 10 minutes. Donc qu'on ait 2 mineurs ou 10 000, c'est pareil. Par contre, effectivement, la sécurité du réseau, elle va bien évidemment baisser. Ça, c'est obligatoire. Parce que si le hash rate diminue, ça veut dire que attaquer le réseau Bitcoin, ça devient moins coûteux. Maintenant, ça reste quand même relativement coûteux. On a quand même une marge de manœuvre. Et pourquoi, honnêtement, dépenser des millions et des millions pour essayer en fait d'attaquer un réseau au vu du contexte actuel? On est quand même en fait dans un contexte de crise. Je vois pas des gens qui vont claquer des millions pour juste essayer, et je dis bien essayer parce que c'est même pas sûr qu'ils y arrivent, d'attaquer en fait le réseau Bitcoin. En plus, il y a une communauté qui est assez forte, qui est assez soudée. Moi, honnêtement, j'y crois pas. Donc, même si le hash rate baissait, ce serait pas si dramatique que ça. Après, je suis d'accord, il faut pas qu'il baisse trop, bien évidemment. Mais en tout cas, ça reste sain de faire également une purge du côté en fait des mineurs, et ça va également être sain. Pourquoi? Parce que les mineurs vont pas vendre leur Bitcoin à perte. Donc, ils vont arrêter de les vendre, ils vont les conserver pour les revendre plus tard. Donc, ça fera baisser la pression vendeuse. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Allez, on termine. Je sais que ça fait déjà un petit moment, mais je comptais aussi vous parler en fait de ce graphique-là. Donc là, en fait, on est sur le graphique des transactions Bitcoin, donc ce qu'on appelle les UTXO. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. En tout cas, ça nous permet en fait de voir l'évolution des Bitcoins et surtout de savoir combien de temps est-ce qu'ils sont conservés. Donc, le bleu, tout en haut du graphique, c'est les Bitcoins qui sont conservés maintenant depuis plus de 5 ans et qui n'ont pas été transférés. Donc ça veut dire que depuis 5 ans, il y a des bitcoins qui ont été achetés et qui n'ont plus bougé. Et là, on voit que justement, le bleu est en train de prendre beaucoup d'importance dans le graphique.
Aujourd'hui, on est à peu près à 21% de Bitcoin qui n'ont plus bougé depuis environ 5 ans. Mais ce n'est pas forcément ça aujourd'hui qui est le plus intéressant. Ça va être de regarder en fait l'évolution des Bitcoins qui ne bougent pas entre 6 et 12 mois, entre 18 et 24 mois, entre 2 et 3 ans et entre 3 et 5 ans. Alors, le graphique, ce qu'il faut bien regarder en fait, c'est la taille. Non pas en fait l'évolution, mais plus la taille. Donc en fait le rétrécissement et l'écartement des holders. Donc des holders de long terme et de court terme. Donc tout en bas, c'est vraiment le court terme. Donc ça fluctue d'une manière assez régulière. Et après, on voit que ça commence quand même pas mal à évoluer, notamment en fonction des cycles. On voit vraiment que là, les cycles, on les voit quand même de manière assez flagrante. Donc ce qui est intéressant, c'est de commencer par les holders de court terme, entre 6 et 12 mois. Donc déjà, en fait, si on regarde tout à la fin du graphique, entre novembre 2019 et décembre 2019, on voit qu'il y a une baisse assez forte de 4%. 4%, ça représente quand même pas mal de Bitcoin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a pas mal de holders qui ont accumulé à peu près lorsque le Bitcoin était à 3200 $. Parce que si on regarde décembre, novembre et qu'on repart 6 à 12 mois en arrière, ça nous donne à peu près, on va dire, la zone où le Bitcoin était en train justement de consolider sur les 3200 $. Donc là, il y a eu pas mal d'accumulation, mais on voit que ces personnes qui ont accumulé durant cette zone-là sont en train de revendre, notamment en fait quand le Bitcoin a fait, rappelez-vous, en octobre 2019, son énorme bougie haussière et ensuite qu'il a été chercher un plus bas pour aller chercher en fait les 6400. C'est durant cette phase de correction-là que là, en fait, on voit qu'il y a vraiment une baisse, qu'il y a eu une vente des personnes qui ont accumulé durant cette zone-là des 3200 $. Donc, il y a eu une première panique en fait des gens qui ont acheté tout en bas quand ils ont vu en fait la baisse. Là, on voit vraiment, vous voyez que ça se voit particulièrement au niveau de la courbe jaune et verte. Il y a vraiment une baisse flagrante. C'est celle-là en fait qui est assez significative, qui nous montre vraiment qu'il y a eu une vente des personnes qui ont accumulé durant cette période-là. Donc en jaune, c'est le 6 à 12 mois. Pour ceux qui ne l'ont pas encore bien vu, je sais que ça peut ne pas être hyper clair sur le graphique. Donc ça, c'est le premier signe qui est assez intéressant. Le deuxième, c'est de regarder en fait sur les 18-24 mois. Donc là, on est sur le vert clair, juste au-dessus du jaune. Donc le 18-24 mois, mais on remarque également que de mars 2019 à mars 2020, il commence quand même à réduire. Donc en gros, en mars 2019, on était à 8%. Donc là, en fait, ça correspond aux personnes qui ont accumulé en mars 2017 à septembre 2017, donc durant la phase de hausse. Et on voit qu'en mars 2020, eh ben, ces porte-monnaies-là, ils ont quand même vachement baissé. Donc ça, en fait, c'est plutôt cohérent parce que ces personnes-là, elles ont accumulé entre mars 2018 et septembre 2018. Donc ce n'était pas forcément une zone durant laquelle on avait envie en fait, d'accumuler. Donc là, c'est plutôt cohérent. Mais maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder un petit peu plus les holders de long terme. Donc entre 2 et 3 ans. Donc là, on est au-dessus du vert clair. Et on voit clairement qu'en mars 2019, on était à 4,8%. On voit que c'est tout petit. Hein. On voit vraiment que c'est tout petit. Vous voyez, quand ça monte, on voit quand même qu'il n'y a pas beaucoup au final de holders qui holdaient en fait entre 2 et 3 ans. Donc ça, en fait, ce sont des personnes qui ont accumulé entre mars 2016 et mars 2017. Donc c'est plutôt cohérent qu'ils aient vendu au vu des performances qu'ils ont pu générer. Mais maintenant, il y a eu de nouveau une grosse accumulation qui a été faite parce que là, on est passé de 4,8% en mars 2019 où c'est tout fin. Et là, on voit que ça s'est vraiment écarté en mars 2020 où on est à 15%. Donc ça a quand même beaucoup augmenté les holders entre 2 et 3 ans. Et donc ceux d'aujourd'hui, ils ont accumulé entre mars 2017 et mars 2018. Donc eux, pour l'instant, eh bien, ils sont toujours en train de hold. Et pour le coup, eux, c'est ceux qui sont arrivés un petit peu en retard. Mars 2017, mars 2018, on était encore sur des bons niveaux d'achat en mars 2017, mais ensuite, ce n'était plus le cas. Et on voit qu'ils sont toujours en train de hold majoritairement et ils n'ont pas forcément vendu. Et ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir les holders sur 3 à 5 ans. Donc là, on est vraiment quand même sur une période de temps assez longue, où là, pour le coup, on voit une baisse assez importante. Donc, si on regarde en mars 2017, il y avait 19% des bitcoins qui avaient été conservés entre 3 et 5 ans. Et ça veut dire une accumulation qui avait été faite entre mars 2012 et mars 2014. Donc déjà, il y a un petit moment. Durant la période de hausse
comme vous pouvez le voir, c'est là en fait où le Bitcoin est monté à 1000 $. Voilà. Ça, c'était en fin d'année 2013. Donc, durant cette période-là, il y a eu une grosse phase d'accumulation. Mais on le voit en fait que ces holders-là, certains sont basculés dans la période au-dessus, sur les plus 5 ans, et c'est minoritaire. Parce que concrètement, on est passé en mars 2017 de 19% à mars 2019 de 6,8%. Donc, ils ne sont pas tous passés en holder de très long terme. Il y en a 1 ou 2% qui sont passés en holder de très long terme, mais tous les autres, ils ont vendu. Donc, on voit quand même qu'il y a eu quand même vraiment une récupération des profits qui a eu lieu durant, à mon avis, l'année 2018-2019 qui correspond justement à la phase de capitulation et lorsque le Bitcoin a vraiment commencé à baisser, même les holders de long terme ont commencé à capituler. Voilà. Bon, après, dans ce graphique-là, on n'a pas une temporalité précise. On ne sait pas exactement à quelle date est-ce qu'ils ont vendu, mais on a déjà au moins à peu près une idée des mouvements de long terme. Voilà. Aussi, ce qui est intéressant, c'est justement si on revient au Bitcoin sur les plus de 5 ans, ça veut dire tous les Bitcoins qui sont holdés depuis plus de 5 ans, on voit que ça monte tout le temps. Malgré les hausses et les baisses du Bitcoin, franchement, sauf, allez, à un petit moment, ça a un petit peu ralenti en 2018, puis là, c'est reparti, a encore commencé à augmenter. Aujourd'hui, on est quand même à 21,6%. Donc, ça veut quand même dire qu'il y a 21,6% des bitcoins qui n'ont pas bougé depuis au moins 5 ans. Donc, ça peut être 5 ans, 10 ans. Alors, moi, je pense que c'est surtout les bitcoins qui ont été perdus. Donc, si les bitcoins sont perdus, ben, vous le savez, ils ne peuvent plus être bougés. Donc, à mon sens, je pense que c'est surtout les bitcoins qui ont été perdus parce que oui, il peut y avoir quelques personnes qui holdent vraiment sur le très long terme, mais concrètement, c'est ultra minoritaire. Donc, on voit qu'on se rapproche vraiment sur un Bitcoin qui devient de plus en plus rare, un Bitcoin qui est de plus en plus perdu également, parce que les gens font un petit peu n'importe quoi, et ils gèrent un petit peu n'importe comment leurs clés, entre les hacks des plateformes d'échange, les personnes qui vont perdre leurs clés, ou même qui vont mourir alors qu'ils n'ont pas prévu quoi que ce soit pour que leur descendance puisse récupérer leurs fonds, et bien on voit qu'il y a quasiment un quart, pas encore mais ça va arriver, un quart des bitcoins qui n'ont pas bougé depuis maintenant plus de 5 ans. Donc ça, je ne pense pas que ce soit vraiment des holders parce qu'il y aurait quand même des mouvements par rapport au prix du bitcoin. Là, on voit que ça bouge quasiment pas. Donc, très souvent, l'être humain va toujours avoir tendance, là on le voit clairement avec les holders de 3 à 5 ans, à quand même acheter et vendre, même sur les très longs termes en fonction des tendances. Là, ce n'est pas le cas. Donc pour moi, c'est soit des holders de très long terme, mais honnêtement, pour moi, c'est plus des bitcoins qui ont été perdus. Voilà. Donc, bien évidemment, ce graphique-là, il est à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que le monde a changé. Le monde des cryptos, il a changé. On est sur aujourd'hui une centralisation énorme au niveau des plateformes d'échange. Il y a toujours de plus en plus de personnes qui mettent leurs cryptos, même si on dit que c'est dangereux, sur les plateformes d'échange, parce qu'il y a une incitation maintenant pour faire du prêt, pour faire du staking. Donc maintenant, il y a vraiment une énorme centralisation qui fait que ce type de graphique-là est peut-être un petit peu moins pertinent sur les mouvements de court et de moyen terme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par les plateformes d'échange et que ce n'est pas visualisé en fait tout simplement dans ce graphique. Voilà. Mais en tout cas, je trouve ça quand même assez intéressant de vous le partager aujourd'hui avec vous. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que c'est clair. En tout cas, pour moi, on est toujours en fait dans un cycle qui est haussier sur le très long terme. Il y a eu une purge qui n'est peut-être pas encore terminée, mais en tout cas, je reste bien évidemment haussier sur le Bitcoin, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Au moins, j'ai partagé tous les scénarios, donc maintenant j'espère que tout est clair. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez surtout pas à les poser dans l'espace de commentaires. Ceux qui sont restés jusqu'au bout, eh bien écoutez, chapeau bas, parce que cette vidéo, je sais qu'elle a été relativement longue. N'oubliez pas également de vous inscrire pour recevoir mes lettres d'investissement. La prochaine va partir justement demain, donc n'oubliez pas de vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Le lien est juste dans la description. Quant à nous, écoutez, on se retrouve dimanche prochain, même heure, pour la prochaine vidéo. Je vous dis bonne semaine, bon courage pour le confinement. Essayez quand même de ne pas trop sombrer dans la dépression, de ne pas passer votre temps sur Netflix et de continuer à être productif au maximum. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Merci.